Lisbonne, à Nice, d'Athènes à Alexandrie, quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Tout de suite, le sommaire. L'Égypte à l'heure du choix, les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner le successeur d'Hosni Moubarak. L'occasion de s'interroger sur les conséquences de cette élection sur l'économie du pays en berne depuis de nombreux mois. Nous nous intéresserons plus particulièrement au tourisme. Reportage complet dans un instant. La Syrie, toujours en proie aux violences. Les Syriens sont nombreux à tenter de fuir leur pays. Certains rejoignent la Jordanie voisine. Comment? Dans quelles conditions? Élément de réponse dans la rubrique « Vivre ici ». Enfin, face à une actualité chargée, nous vous présenterons un sujet plus léger pour terminer. Nous survolerons littéralement la Méditerranée à bord de l'Hydroptère, le voilier le plus rapide au monde. Mais avant cela, place à l'actualité. L'Égypte à l'heure de la démocratie. Cette semaine, plus de 50 millions d'électeurs étaient invités à se rendre aux urnes pour choisir librement le successeur d'Hosni Moubarak. 12 candidats étaient en lice pour ce premier tour, dont les résultats ne seront pas connus avant lundi. Le point avec Anthony Laurent. Au pays des pharaons, le changement, c'est maintenant. Pour la première fois de leur histoire, les Égyptiens ignorent le nom de leur futur président et cette nouvelle réalité démocratique explique à elle seule tout l'intérêt qu'ils portent à ce scrutin. Parmi les potentiels vainqueurs de ce vote historique, on retrouve bien sûr le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi. Mais première surprise, les islamistes qui ont largement triomphé lors des premiers scrutins libres de l'après-Moubarak et qui dominent désormais le Parlement pourraient voir leur candidat éliminé dès le premier tour. La faute à de longues tergiversations qui ont retardé son entrée en campagne et une absence flagrante de charisme chez ce candidat. Comble de la perfidie, c'est un ancien de la confrérie exclu l'an dernier qui semble le mieux placé pour rafler les voix des religieux. Les frères musulmans parient sur le vote des indécis pour déjouer les pronostics. À l'autre bout de l'échiquier politique, on retrouve plusieurs figures de l'ancien régime, d'anciens ministres de Moubarak qui ont su résister au printemps arabe et qui pourraient créer la surprise en succédant au raïs déchu. L'ex-chef de la diplomatie et ancien responsable de la Ligue arabe, Amr Moussa, est présenté comme un potentiel vainqueur, de même que l'ancien Premier ministre, Ahmad Shafik, jugé très proche des militaires. Il sera sans doute nécessaire d'attendre le second tour au mois de juin pour connaître le nom du futur président, mais dans un pays en quête de stabilité, il ne serait pas surprenant de voir les électeurs égyptiens choisir un visage déjà connu. Une question alors, cette élection peut-elle avoir un impact bénéfique sur l'économie du pays? L'Égypte tourne au ralenti depuis des mois, le tourisme notamment fait partie des secteurs sinistrés. Les professionnels sont-ils optimistes? Qu'en pensent-ils? C'est ce qu'ont voulu savoir Loïc Delamornay et Mathias Segon. Le tombeau de l'Aga Khan est habitué à voir défiler à ses pieds les felouks à touristes. Mais à voir ses bateaux vides, le prince peut se retourner d'ennui dans sa tombe. En escale à Assouan, le capitaine Nader est très fier des cabines de son navire. Confort grand luxe, terrasse sur le Nil. Le seul problème, c'est que cette chambre est vide. La plupart du temps, le bateau était complet. Et là, maintenant, on ne tombe qu'à 25% de remplissage. Sur le pont, seule une poignée de touristes mexicains. Ravis, ils ont été surclassés en cabine supérieure. Les Égyptiens sont très reconnaissants que nous soyons là et qu'on achète un ou deux souvenirs. On ne peut pas tout acheter, mais ils ont vraiment besoin de nous, vraiment besoin des touristes. Sur cette île, au beau milieu du Nil, se dressait l'un des fleurons de l'hôtellerie française. L'hôtel a fermé, idem pour son frère jumeau, un petit peu plus au nord, à Luxor. Fermé durant la Révolution, ce dernier n'a jamais rouvert depuis. Face à l'instabilité et à la désaffection du public, certains grands groupes hôteliers internationaux commencent tout simplement à abandonner la vallée du Nil. Et ce patron égyptien d'agence de voyage redoute que cela empire avec l'arrivée d'un président islamiste. D'abord, il y a le risque de nouvelles règles pour les touristes. Mais il y a surtout l'impact psychologique de se dire « Veut-on vraiment aller en vacances dans un pays dirigé par un président islamiste ?» C'est au-delà du désert, vers l'est, que se trouve le dernier poumon touristique du pays. La mer Rouge, ses montagnes plongeantes et ses fonds marins exceptionnels. La mer Rouge, c'est le casse-tête économique pour les islamistes. Voici la tenue de plage dont ils rêvent, comme chez cette touriste arabe. Jupe couvrante et combinaison intégrale. Mais c'est ce bikini qui apporte les devises dont le pays a besoin. Je ne pense pas qu'on serait venu si on ne pouvait pas se mettre en maillot, bronzer ou boire une bière. Il faudrait assumer un dernier grand écart idéologique pour les islamistes,
Sur cette côte, les hôteliers ont compté par le passé jusqu'à 60% de touristes israéliens. Retour en Europe avec la question de la crise et d'une possible défection de la Grèce. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont retrouvés cette semaine à Bruxelles pour un sommet informel en vue du vrai sommet européen programmé fin juin. Au cœur des discussions, bien sûr, la Grèce et l'euro, mais aussi la relance et la croissance voulues entre autres par le nouveau président français. Information détaillée par Anthony Laurent. Après le sommet de l'OTAN et sa visite à Washington, François Hollande était attendu au tournant par ses partenaires européens, au premier rang desquels la chancelière Angela Merkel. Mais pas question de taire les divergences, tout devait être mis sur la table, avait prévenu le nouvel élu. Et n'en déplaise à la rigueur allemande, la question des eurobonds a de nouveau été débattue. Le président français a reçu le soutien des pays du Sud, et notamment de Mario Monti, le président du Conseil italien, du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, de la Commission européenne et même de la directrice générale du FMI. Mais à l'issue des débats, si la presse allemande a constaté que ce n'était plus Angela Merkel qui menait la danse à Bruxelles, la chancelière n'a pas paru pour autant avoir l'intention de se laisser imposer une autre musique que sa très classique partition allemande. De son côté, la gauche grecque tente de rassurer. Alexis Tsipras, le chef du parti de la gauche radicale opposé au programme d'austérité réclamé par les créanciers du pays et favori pour les législatives, a affirmé à Berlin qu'en cas de victoire de son parti, la Grèce resterait malgré tout dans l'euro. On l'écoute. J'ai répété plusieurs fois que les élections du 17 juin ne veulent pas dire que nous allons quitter l'eurozone. Bien au contraire, c'est une grande chance de sauver l'euro. Continuer la politique d'austérité et d'emprunt est un vrai problème. Si nous continuons de suivre le mémorandum ainsi, la Grèce aura besoin d'un troisième plan d'aide dans quelques mois. Un discours ambivalent qui inquiète la communauté internationale. Les Grecs sont rappelés aux urnes le 17 juin prochain après la dissolution du Parlement élu le 6 mai dernier, mais qui n'avait pas permis la formation d'un cabinet. La Grèce qui connaît en ce moment des manifestations anti-immigrés particulièrement violentes. Récemment, des réfugiés afghans ont été pris pour cible. Beaucoup pointent du doigt l'Aube dorée. Derrière ce nom se cache un parti d'extrême droite qui a enregistré une percée aux dernières élections. Enquête sur place. 12 000 sympathisants inscrits, adeptes de grands rassemblements comme celui-là. Pour eux, tous les malheurs de la Grèce proviennent de son immigration. Dans les quartiers populaires d'Athènes, ils ont fait une percée exceptionnelle. Ici, le nom du parti, Chrysiavgi, l'Aube dorée, est tagué partout sur les murs. Son symbole aussi, la clé grecque antique, dont Hitler se serait inspiré pour sa croix gammée. C'est normal, Aube dorée sont les seuls à venir ici et à aider les petits vieux pour aller à la banque par exemple, car plus personne n'ose sortir. Et ici tout le monde est d'accord, le slogan du parti s'étale d'ailleurs en grand au pied de l'église. Dehors les étrangers, la Grèce, aux Grecs, et ça ne choque plus personne. Le fait qu'ils frappent les immigrés, bien sûr, ça me dérange. Je l'ai vu de mes propres yeux, juste en face de chez moi. Ils les frappent, mais moi je ne m'en mêle pas. Depuis le jour où Aube dorée est venu et a fait sa loi, nous avons retrouvé le calme. Oui, c'est ça, le calme. Vous seriez venu avant, c'était plein d'immigrés. Ces chasses à l'étranger, les médias grecs en ont régulièrement parlé. Ce jour-là, une dizaine d'immigrés sont sortis de force d'un bus par des hommes armés de gourdins et de couteaux. Ils sont passés à tabac en plein après-midi. 7 d'entre eux finiront à l'hôpital. Leurs victimes, des clandestins, comme ceux-ci qui squattent un train abandonné dans le centre d'Athènes. Les statistiques officielles évoquent 1 million d'immigrés sans papier en Grèce, soit 1/10 de la population. 300 personnes entrent chaque jour illégalement dans le pays via la Turquie. Devant les soupes populaires, les files s'allongent. Pour cette volontaire espagnole, crise économique plus immigration massive ont rendu la situation explosive. La Grèce n'était pas un pays xénophobe, n'était pas un pays violent, n'était pas un pays dangereux. Maintenant, si vous êtes un immigrant, ça commence à être dangereux et vous avez le risque d'avoir des incidents violents. Alors qu'avant, les gens étaient plutôt aimables et vous donnaient une orange. Aube dorée est aujourd'hui entrée au Parlement grec, 21 élus, avec une première conséquence. Aujourd'hui, les déclarations choc sur les étrangers ont été bannies. Il faut arrondir les angles pour élargir son électorat.
Je ne les connais pas, moi, ceux qui frappent. C'est un crime. C'est à la police de les trouver et de les mettre en prison. Nous, ça ne nous concerne pas. En Espagne, la cure d'austérité imposée par le gouvernement de Madrid aux régions passe de plus en plus mal dans un pays où le chômage ne cesse de croître et atteint désormais un quart de la population active. Dernier mouvement d'indignation dans l'éducation avec des dizaines de milliers de manifestants qui sont descendus cette semaine dans la rue. Objectif, dénoncer les coupes budgétaires. Anthony Laurent. Pour une éducation publique de qualité, non à la privatisation. Voici quelques-uns des slogans entendus dans les manifestations ce mardi. Élèves, étudiants, parents et enseignants étaient présents côte à côte dans les cortèges. Les personnels éducatifs ayant revêtu des chemises vertes sur lesquelles on pouvait lire ces mots « École publique à tous et pour tous ». C'est très grave ce qui se passe dans le public. On veut augmenter le nombre d'élèves par classe. Il sera donc impossible d'enseigner. Plus que des écoles, les établissements vont devenir de véritables parkings pour les enfants. C'est la première fois en Espagne qu'un mouvement de grogne dans l'éducation rassemble du monde primaire aux milieux universitaires. Il faut dire que Madrid prévoit de faire 3 milliards d'euros d'économies par an dans ce secteur. L'Italie a été frappée dimanche dernier par un violent séisme qui a fait 7 morts et provoqué d'importants dégâts matériels, en particulier dans la région de l'Émilie-Romagne. Depuis, les répliques sismiques sont nombreuses dans le nord-est du pays. L'état de catastrophe naturelle a été proclamé par le gouvernement. Le Premier ministre italien s'est rendu sur place cette semaine, une visite qui a suscité l'exaspération de certains habitants. Reportage. Une nouvelle nuit d'angoisse et une visite dans la matinée du Premier ministre pour les sinistrés d'Émilie-Romagne en Italie. Une visite marquée par des clameurs hostiles. Honte à vous, voleurs, lance cette femme à Sant'Agostino, localité la plus touchée par le tremblement de terre qui a provoqué dimanche la mort de 7 personnes et d'immenses dégâts. Mario Monti était venu exprimer la solidarité du gouvernement. Monti est venu ici à regarder 2 tentes, a fait le tour du camp pour ne pas salir ses jolies chaussures et ensuite il est parti. Il aura un déjeuner agréable dans un beau restaurant à Modène où ils vont dépenser 200-300 euros pour chacun de ces 50 clowns, tandis que nous sommes ici sans avoir entendu quoi que ce soit, pas même une salutation, un merci. C'est ça le gouvernement italien. Pensez-vous que ça change quoi que ce soit? Regardez-moi. Pensez-vous que quelque chose a changé? Je suis allé à l'usine ce matin pour savoir ce qu'il en est de mon travail. Ils ont dit que je devrais peut-être rester 13 semaines à la maison. Savez-vous ce que cela signifie, payer le loyer, nourrir une famille? Est-ce que quelque chose a changé pour lui? Il rentre à la maison avec son costume, nous restons ici. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle dans cette zone. Le séisme a entraîné plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts dans l'industrie de cette région très dynamique, selon l'organisation patronale Confindustria. D'après elle, 200 entreprises ont été durement touchées et au moins 2000 salariés vont se retrouver au chômage technique ces prochaines semaines. Le syndicat CGIL avance, lui, le chiffre de 5000 salariés. Dans la zone la plus touchée, près de Finale et Emilia, les locaux ou hangars d'une entreprise sur 4 ont été endommagés. En France, les gitans haussent le ton. Réunis au Sainte-Marie-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône pour leur pèlerinage annuel, l'heure n'est pas à la fête. Un concert improvisé de la célèbre chanteuse gitane Negrita a été interrompu par la police. Le maire ferait appliquer des arrêtés municipaux interdisant notamment les concerts spontanés dans les rues. Une décision qui est loin, très loin même, de faire l'unanimité. Karim Bella, Francis Di César. Ils sont venus exprimer leur colère. Pour eux, ne plus faire la fête, c'est inacceptable. Nous on vient tous les ans à Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue pour voir Negrita chanter. C'est la reine des gitans. C'est comme Sainte-Sarah, c'est la reine des gitans, monsieur. Nous sommes des gens du voyage. Nous vivons de ville en ville, de bourg en bourg, monsieur. C'est nos générations, monsieur. C'est notre coutume. Ça dure 100 ans en arrière, monsieur. C'est incroyable de voir ça. Negrita, c'est l'une des plus belles voix de Tziganes. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est ses racines. On est là de génération en génération, rien que moi déjà j'ai 52 ans, je venais chanter, j'étais plus petit que le petit là. Je venais chanter ici déjà. Et là ils sont en train de nous retirer toute notre culture. La chanteuse dit avoir sollicité le maire à plusieurs reprises pour organiser des concerts. Mais le premier magistrat est catégorique. Le pèlerinage est avant tout un événement religieux. On ne fait pas de concert au Sainte-Marie-de-la-Mer parce que c'est interdit, depuis toujours. Une association avec une personne, je peux la citer, Negrita, détourne les arrêtés, fait des branchements illégaux en ville pour faire des concerts. Au Sainte-Marie-de-la-Mer,
L'ambiance est aussi morose que le temps. Des comités se forment pour défendre la chanteuse et le droit à faire la fête. Elle est venue pour donner le bonheur, elle est venue pour jouer. Elle n'est pas venue pour faire du mal ou alors pour faire la révolution. Elle est venue pour donner la joie dans sa chanson et dans tout. Malgré les interdits, cet après-midi, la guitare a repris le dessus. Car chez les tziganes, la musique, c'est sacré. À l'étranger, en Syrie, la violence reste quotidienne. Malgré la présence des observateurs de l'ONU, la guerre civile se poursuit. Attentats sanglants dans la capitale, répliques féroces de l'armée syrienne. Rien ne semble pouvoir enrayer le bruit des armes. Et les voisins directs de la Syrie craignent désormais pour leur propre sécurité. C'est le cas notamment du Liban, un pays secoué par de fortes tensions après les affrontements confessionnels meurtriers liés au conflit en Syrie. Détails et explications. 2 morts et 7 blessés. C'est le bilan d'un règlement de compte survenu jeudi matin en plein centre de Beyrouth entre partisans de Bachar el-Assad et soutiens de l'opposition. Si depuis plus d'1 an, le Liban vit au rythme de ce conflit qui se joue parfois tout près de ses frontières et qui met en jeu les équilibres régionaux, la tension s'est encore accrue ces dernières semaines avec d'une part l'afflux toujours croissant de réfugiés et surtout une radicalisation des violences entre partisans des 2 camps. L'enlèvement et finalement la libération de 13 chiites libanais de retour d'un pèlerinage en Iran et portés disparus pendant 3 jours en Syrie ont encore accru les tensions confessionnelles au pays du Cèdre. Le régime de Damas a à plusieurs reprises menacé de vouloir entraîner le Liban dans sa chute. Face à cette violence, de nombreux Syriens tentent de fuir. Chaque jour, ils sont une centaine à traverser la frontière pour se réfugier en Jordanie. Un exode de plus en plus massif que les Jordaniens eux-mêmes minimisent. Pourquoi? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec ces témoignages et ces réactions recueillies par nos confrères d'Euronews. Nous sommes en Jordanie, tout près de la frontière syrienne, à quelques kilomètres seulement de la ville de Deraa, l'un des berceaux de la révolte populaire contre Bachar el-Assad. Chaque jour, entre 100 et 400 Syriens fuyant les violences traversent illégalement la frontière pour se réfugier en Jordanie. Mais tous ne sont pas enregistrés par les organisations internationales. Si certains sont pris en charge par les ONG, d'autres trouvent refuge chez des parents, des amis ou des membres de la communauté syrienne, nombreux à vivre dans cette région frontalière. Les données que l'on a sur les réfugiés ne sont pas précises et les chiffres varient selon les sources. On a du mal à les vérifier car les Syriens sont éparpillés dans toute la Jordanie en raison des liens étroits qui existent entre les 2 populations. Dans cette région, les Syriens et les Jordaniens entretiennent à la fois des relations sociales ou économiques. Ces centres de transit sont situés à proximité du village frontalier de Ramta. Ici, les ONG offrent aux réfugiés des aides de première nécessité pendant 1 à 4 semaines. Et la population jordanienne joue un rôle majeur dans l'accueil des réfugiés. La première option qui s'offre aux réfugiés, c'est la générosité du peuple jordanien. Des Syriens vont vivre chez l'habitant, où ils louent des maisons ou des appartements inoccupés. C'est ce qui se passe ici depuis le début